Qu'elle soit à hydrogène ou à batterie, la mobilité du futur sera électrique. Alors que les ventes de véhicules électriques s'envolent en France, se pose la question des propositions de valeur faites par les constructeurs historiques ou par des nouveaux entrants, la pertinence des offres en matière de services, les réseaux de distribution ou encore les infrastructures de recharge. Alors pour se tourner vers l'avenir et voir qui seront les gagnants de demain, j'ai l'occasion de faire le point avec nos invités du jour. Avec nous aujourd'hui, Bertrand Osland, vous êtes le directeur véhicules particuliers chez Ford France, bonjour. Okan Cavusoglu, manager énergie alternative chez Renault Trucks. Serge Cometti, CIO France Dayways, une start-up chinoise dont nous allons parler. Et puis pour arbitrer tout cela, Hervé Rivolen, directeur marketing et pilotage mobilité électrique chez EDF. Bonjour. Alors pour commencer, la question qu'on se pose et sur laquelle je voudrais avoir votre avis à tous, on passe d'une mobilité historique, thermique, vers une mobilité électrique. Ça change beaucoup de choses. Alors je pense que je vais poser la question tout d'abord à Ford, qui a une responsabilité extraordinaire dans un siècle de développement du véhicule thermique. Quelles sont les grandes différences que vous voyez entre cette mobilité thermique dont nous sommes familiers et celle qui arrive électrique? Écoutez, je ne suis pas sûr en fait de tout ce que ça va changer et de tout ce que ça ne va pas changer. Ce qui est sûr, c'est que du point de vue de l'usage, il va y avoir des changements puisque évidemment les problématiques de déplacement vont évoluer et la facilité avec laquelle les clients vont devoir recharger leur véhicule les fait beaucoup réfléchir aux contraintes que ça pourrait éventuellement provoquer. Mais au bout du bout, il y aura toujours des besoins de mobilité individuelle auxquels on va répondre. Et vous parliez de l'histoire de Ford et de son ancienneté pour la mobilité individuelle. Le positionnement de Ford, ça a toujours été de rendre le meilleur de la technologie accessible au plus grand nombre concernant la mobilité individuelle. Et ça restera le cas avec la mobilité électrique. Donc vous êtes là depuis longtemps et vous êtes là encore pour rester encore très longtemps. La mobilité, ce n'est pas que des voitures, sont aussi des camions, des véhicules utilitaires légers. Renault Trucks, ici, se porte vers le futur dans les nouvelles mobilités, la mobilité électrique. Okan, comment vous voyez ce nouveau monde arriver et avoir comme impact sur le métier qui est le vôtre? Je dirais que sur la mobilité électrique aujourd'hui, en termes de développement, c'est la solution que la mobilité doit choisir afin de répondre au challenge que l'on a sur le réchauffement climatique. Donc c'est la solution qui va permettre de décarboner le monde du transport. Et aujourd'hui, on sait que c'est la meilleure source d'énergie pour répondre à ces problématiques. Après, en termes de singularité, je dirais, il va y avoir pas mal d'avantages aussi pour nos clients, nos transporteurs, en termes de qualité de vie au travail, en termes de réduction de bruit pour les riverains, de manière d'opérer la nuit dans les centres urbains. Ça va vraiment donner des avantages à la ville. Après, il y a également une partie sur la partie confort de conduite, avec la puissance électrique que l'on a, le couple. Ça va vraiment donner également un agrément qui va être meilleur. Donc, très pertinent pour les usages que couvre aujourd'hui Renault Trucks. Serge Cometti, vous êtes le fer de lance d'une nouvelle marque qui a des ambitions sur notre marché. Natif électrique, comment on aborde ce marché? Qu'est-ce qu'on propose de nouveau? Oui, alors, d'abord, le véhicule électrique, pour moi, c'est vraiment une révolution. C'est-à-dire qu'on a connu ça il y a quelques années, mais avec moins de force. C'est des gens qui passaient à la boîte automatique, qui ne revenaient jamais à une boîte mécanique. Là, aujourd'hui, on assiste exactement à ça. Quand vous commencez à conduire un véhicule électrique, vous ne revenez pas au véhicule thermique. C'est un tel confort, une telle facilité d'usage. Vous le conduisez avec une zénitude qui est beaucoup plus grande. Vous êtes moins excité, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille au volant. Les acheteurs de véhicules électriques, quand vous circulez sur les autoroutes, vous les retrouvez aux stations essence, où vous avez des bornes électriques pour vous recharger et vous échangez sur vos véhicules. C'est comme un club un petit peu aujourd'hui encore de early adopters qui échangent sur leur véhicule, la manière de le conduire, etc. Nous, notre manière d'aborder le marché, elle est simple. Dayways n'existait pas il y a 3 ans. Donc Dayways a pu construire à partir d'une feuille blanche le meilleur de la mobilité électrique d'aujourd'hui avec une plateforme dédiée à la mobilité électrique, ce qui change tout. Parce que notre plateforme n'est pas faite
pour à la fois proposer des motorisations diesel, essence, hybride ou électrique. Elle est que électrique, donc elle est ultra légère, assemblée avec des technologies issues de l'aviation, de l'aluminium et de l'acier à haute résistance. Donc un poids, une chasse du poids permanente qui permet par rapport à d'autres marques qui viennent d'univers différents, plus de l'automobile, éventuellement d'afficher un poids plume avec 1700 kg. Donc notre démarche, elle est vraiment d'être nouveau par la proposition du produit, mais aussi par la proposition d'aller vers le client. Et ce qu'on dit aujourd'hui, nous, c'est ne venez pas chez nous, nous allons chez vous. Et on propose aux clients des test drives à domicile ou au travail. On leur propose aussi de l'entretien à domicile. Et plutôt que de les amener à se déplacer chez nous, d'aller vers eux. Voilà, c'est ça aussi la facilité d'usage du véhicule électrique. On reviendra là-dessus, une nouvelle proposition de valeur, quelque chose de très particulier à Eways. Pour terminer ce tour de table, Hervé Rivolen, vous êtes le seul vrai électrique natif ici en fait chez EDF. Comment vous voyez l'ensemble de ces interlocuteurs se positionner sur ce marché et quelle est la démarche d'EDF? Oui, effectivement, l'électricité c'est notre métier, hein. C'est ce qu'on fait depuis 1946. Moi j'avais envie de parler de la singularité parce que finalement on devient fournisseur de carburant pour des mobilités et donc ça inclut quand même des changements extrêmement importants. C'est-à-dire que pour l'essentiel, vous allez vous charger, c'est quelque chose qui va être indolore, incolore, qui va se faire quand vous faites autre chose. Comme aujourd'hui vous chargez votre smartphone finalement, demain vous chargerez quand vous êtes au travail, vous chargerez quand vous êtes à domicile. Et ça veut dire que vous chargerez partout, everywhere, mais pour l'essentiel sans vous rendre compte et sans faire un acte spécifique d'aller charger votre véhicule pour 95% de vos recharges. Très bien. Donc, je rebondis sur ce que Serge a dit tout à l'heure en évoquant ce cas particulier, les gens qui rechargent ensemble et qui finalement se reparlent plus, retrouvent une certaine, je dirais, une certaine manière de faire société au moment de la recharge. La voiture électrique, elle apporte des nouveaux usages. Il y a des nouvelles attentes. On n'attend pas obligatoirement la même chose d'un véhicule électrique. Il y a des nouveaux usages qui arrivent. Comment on prépare ces produits? Comment on se distingue en termes de proposition de valeur pour s'adapter à cette nouvelle demande du client? Peut-être chez Renault, Je pense qu'un des avantages de l'électrique, ça va être, d'un point de vue technologique, une simplification de la chaîne cinématique, moins de pièces en mouvement, ce qui veut dire derrière moins de risques de panne typiquement, donc une augmentation de la productivité des produits, à savoir qu'en effet dans le monde du transport, chaque jour ou chaque heure, chaque minute d'arrêt, évidemment ça coûte des sous et c'est à éviter. Donc on va être sur des attentes plus importantes en termes de disponibilité des produits et donc moins d'immobilisation sur ces technologies. c'est-à-dire que vous, chez Renault Trucks, en fait, vous êtes dans un univers B2B, donc avec des attentes de professionnels très factuelles. Aujourd'hui, l'attente vis-à-vis de vos produits et vis-à-vis de ce que ces produits peuvent délivrer est supérieure dès lors qu'on rentre dans le monde de l'électrique? Je dirais que c'est déjà la première chose, c'est d'essayer d'atteindre la même chose que ce que l'on fait en thermique. Donc aujourd'hui, on est sur une génération de véhicules qui est une deuxième génération électrique. On a sorti des véhicules début 2020 de 3 tonnes 100 jusqu'à 26 tonnes. On offre des autonomies allant jusqu'à 400 km aujourd'hui. C'est déjà très bien. On couvre une majorité des applications sur de la distribution urbaine, du périurbain. On commence à attaquer l'interrégional. Et l'objectif numéro 1, c'est déjà de trouver l'autonomie qui va permettre de couvrir les applications de tous nos clients. Donc on a un plan produit qui va évoluer. Et donc très rapidement, on va offrir la même gamme de produits tout en électrique à nos clients. C'est quoi l'horizon L'horizon, ça va être d'ici 2025 de faire 500 km sur tout type d'application jusqu'à des véhicules allant jusqu'à 44 tonnes. Donc aujourd'hui, on offre jusqu'à 26 tonnes. 2023, nous sortons des produits de 32 tonnes et de 44 tonnes avec des autonomies de 250 à 300 km. Et donc derrière, un an plus tard, on offrira également des autonomies allant jusqu'à 500 km. Bertrand, chez Ford, on voit des nouvelles attentes du client. On va faire des choses différentes avec sa Ford que l'on faisait précédemment.
En fait, il faut rassurer sur le client qui a des inquiétudes nouvelles liées au fait que le véhicule soit électrique. Mais je voudrais aussi rebondir sur ce que vous disiez. Enfin, je trouve que c'est très vrai. Ça reste une voiture. Et donc, en tout cas, nous, on est très attentifs au fait que ça reste un plaisir, l'automobile. Et un des messages qu'on essaye de faire passer à nos clients, et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on attaque le marché des véhicules électriques chez Ford avec un véhicule qui est natif électrique aussi. C'est une plateforme uniquement faite pour des véhicules électriques, qui est la Mustang Mach-E, une Mustang électrique. C'est pour dire que le véhicule électrique, ça peut aussi être un plaisir. On peut avoir du plaisir de conduire, au-delà du côté confortable, plus cool, plus relax qu'on a dans un véhicule électrique, et c'est vrai. On peut aussi avoir un vrai plaisir de conduite avec cette voiture, et ça reste une des attentes des clients. Ensuite, c'est vrai aussi que le fait d'avoir un usage électrique demande à écouter le client peut-être plus que jamais, et à être, à faire preuve d'humilité justement lorsqu'on écoute les questions de ces clients-là. La première question qu'ils posent, je pense que là c'est unanime, c'est l'autonomie à la recharge. Comment ça va se passer? Combien ça prend de temps? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça va me gêner dans mon besoin, dans mon usage quotidien? Et là, c'est à nous de les rassurer quelque part. Alors avec l'autonomie, comme c'est le cas sur des usages professionnels pour des poids lourds, la Mustang Mach-E, ça va jusqu'à 610 km d'autonomie. Bon, ça couvre quand même la plupart des besoins des personnes. Mais ce n'est pas qu'une question d'autonomie, en fait, parce que quand on rentre dans l'usage du véhicule, très vite on se rend compte que l'autonomie maximum n'est plus tellement la question, c'est plutôt la question de l'usage au quotidien, de la recharge, où je recharge, combien ça prend de temps, est-ce que c'est totalement transparent dans ma vie, comme vous l'indiquiez, ou est-ce que ça demande un effort particulier? Et c'est là où il y a des services qui rentrent en ligne de compte pour faciliter la vie des gens dans ce nouvel usage. Donc là, ça nous fait une transition toute trouvée sur le serviciel, puisque qui dit voiture, mobilité du futur, dit voiture électrique, dit voiture connectée, et donc service et servicialisation de plus en plus importante de la mobilité. Quand on évoque les offres et les propositions de valeur qui sont faites par chacun d'entre vous, on voit qu'il y a un certain nombre de philosophies qui sont un peu différentes. Alors parfois on a sa propre plateforme, parfois on est l'hôte de toutes les technologies possibles qui peuvent être proposées par les différents acteurs des technologies. On voit qu'il y a différentes manières de voir les choses. Serge, on a eu des discussions là-dessus avec une philosophie très particulière sur le sujet côté EOS. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, alors d'abord je voudrais poser une question à Hervé si c'est possible. Bien sûr. Voilà, bon. Hervé, dis-moi, il y a combien de prises électriques en France? Aucune idée, mais plusieurs centaines de millions si on prend toutes les prises. Voilà, donc le problème de l'autonomie et de la recharge des véhicules est illustré par ce qu'Hervé vient de dire. On ne tombe jamais en panne avec un véhicule électrique en panne de carburant parce que nos véhicules sont livrés avec des câbles T1 qui comportent des adaptateurs sur des prises électriques qui délivrent du 3,8 kV. Et donc il y a beaucoup plus de prises électriques que de stations-service en France. Donc l'autonomie est un sujet, mais on peut rassurer des clients en leur disant qu'ils ne tomberont jamais en panne parce qu'ils trouveront toujours un endroit où pouvoir recharger leur voiture. Voilà, vous êtes en train de démarrer une petite polémique avec Hervé, donc je vais le laisser répondre quand même. Non, je pense qu'il n'y a pas du tout de polémique, mais en complément de ce que disent effectivement les constructeurs ici ou les importateurs de véhicules, ce changement de paradigme, ce changement il y a des inquiétudes qui naissent. Et effectivement, comme ça a été dit, il faut rassurer. Alors nous, on n'est pas fabricant de véhicules électriques, on n'est pas fabricant de batteries, mais en revanche, on estime qu'on a une légitimité par nos métiers, parce qu'on est un électricien historique, un service public, qu'on a été présent depuis longtemps, pour accompagner les clients, pour finalement insérer ce nouvel usage dans leur environnement électrique existant. Et c'est là où on a une valeur ajoutée, parce que l'essentiel, c'est finalement que ce nouvel usage de l'électricité s'insère de façon la plus simple. Parce que y a quand même un petit peu de dépenses. C'est-à-dire qu'on va effectivement mettre plutôt des prises renforcées, voire des bornes de recharge. Alors que ça soit d'ailleurs au domicile, en maison individuelle, en habitat collectif. Et pour ça, on travaille avec une de nos filiales qui s'appelle Easy by EDF, qui est une plateforme digitale de travaux dans l'habitat et qui, en quelques clics, vous permet finalement de commander l'installation de votre infrastructure de recharge et qui facilite cette vie des clients, enfin, qui a un parcours extrêmement fluide, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde digital où les gens ils sont sur leur smartphone et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais aussi les entreprises, que ça soit pour équiper les véhicules de flotte, pour les équiper au siège, dans les agences, ou demain, parce qu'il n'y en a encore pas beaucoup, les véhicules, les poids lourds dans des centres de logistique, dans des centres de transport. Et là-dessus, on est en train de parler par contre de puissance beaucoup plus importante. Et on a au sein du groupe EDF toute l'expertise, je dirais, pour faire en sorte que, connaissant les installations électriques du client,
connaissance et puissance de raccordement, on va mettre tout en œuvre pour que tout ça s'insère le plus simplement possible et au coût économique le plus bas dans les infrastructures du client. Et ça, c'est vraiment notre valeur ajoutée dans cette période de transition. Ça ne durera pas dans 10 ans, c'est un sujet qui sera derrière nous, on n'en parlera pas. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a une complémentarité de valeur avec les constructeurs automobiles pour rassurer et accompagner le client dans ce premier équipement en matière de mobilité électrique. D'accord, très bien. Voilà, donc pas de panne de carburant, vous l'avez compris, C'est avec formidable. les véhicules électriques, avec ces centaines de millions de prises qui existent, qu'il faut renforcer ou pas. En fait, un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique, un moteur de véhicule électrique, c'est 70 pièces. Un moteur de véhicule thermique, c'est 1200 pièces. Quand on a les visites du patrimoine à Toulouse, on visite une usine EDF, qui est l'usine du Bazacle, et où on apprend que les Toulousains ont inventé le capitalisme. Parce que au XIIIe siècle, ils se sont rassemblés à plusieurs pour mettre des moulins flottants, et ensuite des moulins accrochés à la rive, pour utiliser l'énergie mécanique du seau d'eau, parce que le Bazac, c'était un passage des populations néandertales de la Garonne, quand la Garonne est à sec à la fin de l'été. Et donc, les Toulousains ont inventé le capitalisme en se partageant des actions de ces moulins qui servaient à transformer du grain en farine ou de la laine en feutre, qui est beaucoup plus imperméable que la laine pure. Aujourd'hui, c'est une centrale EDF. La turbine de cette centrale EDF a un siècle. Elle fonctionne encore. Il y a quelques pièces qui ont été remplacées, mais elle est entretenue. Mais c'est dire la résistance et la capacité de qualité et de délivrance du véhicule électrique. Le vrai moteur d'un véhicule électrique, c'est le logiciel. C'est plus le moteur. On y arrive. Voilà. Et en fait, c'est là la grande différence entre un véhicule électrique et un véhicule thermique. C'est que dans un véhicule thermique, votre moteur, il ne va pas évoluer à partir du moment où vous avez acheté votre voiture. Donc votre voiture va perdre de la valeur parce que le produit qui fait la mobilité du véhicule n'évolue pas. Aujourd'hui, avec les véhicules électriques, et le nôtre en particulier, on peut faire des mises à jour à distance du logiciel. Le logiciel va piloter la relation entre la batterie de propulsion, la batterie de démarrage, le véhicule, la transmission, les accélérations. Et vous pouvez, à distance, faire profiter le client d'amélioration de vos logiciels de pilotage, comme sur votre smartphone, où vous pouvez télécharger des applications qui vous amènent des corrections de ressentis clients qui sont un peu moins bons, ou qui vous amènent aussi de nouvelles expériences. Donc le véhicule électrique, c'est un véhicule évolutif. Et le nôtre est vraiment électrique natif. Il est il vient plus de la technologie et de la simplicité d'usage d'un smartphone que d'un véhicule. Donc c'est une philosophie totalement différente, avec une tablette qui permet de tout utiliser. Et on a retiré tout ce qui n'est pas essentiel dans cette voiture. Donc il n'y a pas de boîte à gants, parce qu'il n'y a pas besoin de boîte à gants, parce que le manuel utilisateur est sur la tablette. Et donc le manuel utilisateur est toujours à jour, puisqu'on peut le télécharger à distance. C'est comme dans un avion. Il n'y a pas de GPS. Pourquoi ? Parce que le GPS qui est dans la voiture, dès qu'il est mis dans la voiture, les routes ne sont déjà plus à jour, puisqu'elles sont en train d'être modifiées par les pouvoirs publics, les pays, etc. Et donc, l'intérêt d'être un électrique natif comme ça, c'est plutôt de simplifier l'affichage de l'application téléphonique que chacun utilise tous les jours pour planifier ses rendez-vous avec les rappels en appuyant sur l'adresse, et d'afficher la destination quand on ouvre la voiture avec son smartphone. Donc on est au début d'un usage totalement différent, apaisé de la mobilité. De la mobilité, il en faut. La mobilité, c'est la liberté. C'est ce qui permet à chacun d'aller de la voiture aujourd'hui. C'est le meilleur outil pour aller d'un point A à un point B, un peu partout dans tout le pays. Mais on est à l'aube de modifications profondes de l'usage du véhicule et de la proposition de valeur de la part des constructeurs. C'est tout à fait clair avec une importance de plus en plus importante des services, du logiciel. Je voudrais juste qu'on fasse un petit tour, Bertrand, sur l'apport du logiciel, l'importance de l'immatériel dans le véhicule de demain, et puis sur les services que ça peut apporter. Quel est le point de vue de Ford et quelles sont les singularités qui sont les vôtres ? Sur le logiciel, non, mais je crois qu'on ne peut qu'être d'accord avec la place que prennent toutes ces technologies dans les véhicules.
Honnêtement, ce n'est pas totalement lié d'ailleurs au fait que ce soit un véhicule électrique. Ça offre d'autres possibilités que ce soit un véhicule électrique. Mais ça fait maintenant quelques mois, quelques années même que tous les véhicules Ford sont connectés et permettent des mises à jour on the air, enfin je veux dire par Wi-Fi connecté. Simplement, les mises à jour ne peuvent pas porter exactement sur les mêmes choses avec un véhicule électrique où ça peut aussi, par exemple, on peut très bien acheter un surcroît de puissance pour son véhicule dans un véhicule électrique, ce qui est plus difficile à gérer avec un véhicule à combustion interne. Mais oui, la part du logiciel va prendre de l'importance, mais pas juste sur l'utilisation du véhicule, aussi parce que, quelque part, on profite de ce changement de paradigme du véhicule pour proposer des nouveaux services. Et ces nouveaux services, ils viennent notamment du fait que dans un certain nombre de cas, il y a du temps à mettre à profit dans son véhicule pour, par exemple, recharger son véhicule, si on est sur une longue distance. Et donc, ça va donner du temps dans le véhicule qu'on va pouvoir utiliser pour faire un certain nombre de choses, et ça peut amener des idées sur un certain nombre de services. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre des GAFA ont voulu depuis quelques années faire eux-mêmes des véhicules. Si Apple a voulu faire des véhicules, si Google a voulu construire des voitures, c'est parce qu'ils ont bien vu l'intérêt que ça avait d'avoir un client captif quelque part pour proposer des services digitaux. Donc ça fait partie des services qui sont proposés. En fait, je pense que la véritable clé d'entrée, ça a été de dire, encore une fois, si on remet le client au centre du débat, ça a été de dire, les gens, même s'il y a des millions de prises, comme ils ne sont pas sûrs qu'il y en a énormément sur leur trajet pour aller en vacances, le long de l'autoroute, ils ont quand même peur de tomber en panne. Et donc, pour les rassurer, un des moyens, c'est de les aider à travers un logiciel qui va leur permettre d'organiser les choses et de prévoir où est-ce qu'ils vont pouvoir recharger et même de réserver leur place pour recharger. Et donc, le fait de pouvoir faire ça sur leur téléphone mobile et d'envoyer cette information directement dans leur voiture et de la retrouver sans aucune difficulté dans leur voiture avec le GPS qui se met en marche et qui leur dit voilà, vous roulez jusque là, vous vous arrêtez là pour recharger, votre place est réservée. Évidemment, c'est un service qui est important, mais on va pouvoir en imaginer bien d'autres. Et cette place du logiciel, elle va prendre de plus en plus d'importance, je pense aussi dans les business models des distributeurs et des constructeurs. Håkan Kavuzoglu, ce genre de considération d'offres de services de plus en plus importants, il existe aussi dans le monde des professionnels et dans le B2B? Complètement. Donc, alors on a évidemment sur les camions les mêmes capacités de mettre à jour les logiciels à distance et d'offrir des nouveaux services sur les véhicules, des véhicules connectés. On a déjà des services qui permettent de suivre la flotte, de tracer, d'optimiser un petit peu les parcours pour le monde du transport et pour le B2B. Après, sur les principales tendances et les principales évolutions qu'on a devant nous, donc l'électrification, on en parle aujourd'hui, on a l'automatisation, avoir des véhicules autonomes, et la digitalisation, qui est également là où on investit énormément dans la R&D en ce moment chez Renault Trucks. Et dans la digitalisation, ça va être dans l'optimisation opérationnelle pour nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des véhicules qui ne sont pas complètement pleins. Donc comment est-ce qu'on mutualise finalement des trajets, encore une fois pour diminuer l'impact carbone, et ça va passer par la transparence des données, tout en respectant tout ce qui est GDPR évidemment, hein. Mais ça va nous ouvrir des nouvelles capacités pour optimiser le remplissage des véhicules, le partage également à travers plusieurs clients d'un même véhicule pour faire la distribution. Donc c'est toute cette offre de services qu'on est en train de développer en ce moment. Un autre point qui m'a semblé très intéressant, très important quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous tous, c'est l'importance des réseaux de distribution historiques. Alors on a des points de vue très différents sur ce qu'on peut en faire et l'importance que ça a. Alors je voudrais vous entendre là-dessus, peut-être commencer par celui qui a une vision très radicalement différente des autres, hein, peut-être Serge, sur qu'est-ce qu'on fait des réseaux de distribution historiques? Est-ce qu'on en a besoin d'ailleurs? Vous en avez besoin, vous? Écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on pense, comme Ford, bien sûr, c'est qu'il faut mettre le client au centre de tout. Et donc, ce n'est pas à nous de dire au client ce qu'il doit faire, mais c'est à nous de nous adapter à ce qu'il veut et à ses attentes. Et nous, notre modèle de distribution, elle est de proposer donc un véhicule électrique natif parti d'une feuille blanche qui propose le meilleur de ce que la mobilité électrique peut offrir aujourd'hui, le plus moderne, directement du producteur au consommateur. Et donc nous, notre proposition, c'est d'aller chez le client, de lui proposer un test drive à domicile ou au travail, derrière de l'accompagner éventuellement s'il le souhaite dans son acte d'achat,
et de lui faire la livraison de la voiture à domicile par la même personne qui a fait l'essai. Et ça, on le fait avec notre partenaire UX2, avec lequel on a des products du Genius sur toute la France qui conduisent des dizaines de voitures. Ça, c'est notre vision, c'est ce qu'on pense que va être l'avenir. Et aujourd'hui, il faut accompagner les clients dans cette transition-là. Certains veulent des points physiques, donc on a aussi développé un accord avec le réseau Feu Vert. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de centres qui sont formés, l'an prochain une cinquantaine, qui peuvent faire de l'entretien dans leur réseau et amener de la proximité avec des véhicules présents. Et les clients qui veulent aller au bout de ce modèle, de ne pas avoir à se déplacer, mais qu'on se déplace chez eux, on a un accord avec GoMécano, qui est une start-up niçoise, qui, elle, propose de l'entretien à domicile. Je discutais avec... nous avions un magasin éphémère, on a des magasins, donc on a une Highways House à Paris, qui va bientôt être inaugurée dans un lieu emblématique, Ville-la M, près de la gare Montparnasse. On a un magasin ici, éphémère, à Polygone Riviera. On va en ouvrir un autre à Euralille et un autre à Confluence. On a besoin, bien sûr, de montrer notre véhicule, de le faire connaître, de le faire essayer. La meilleure manière de le vendre, c'est de mettre les clients à l'intérieur, qu'ils se rendent compte de son espace, de sa facilité d'usage et de ce côté zen d'un véhicule avec beaucoup de lumière, etc. Mais nos clients, je discutais avec un de nos clients dans le Marais, et il parlait à un de ses amis, il disait, vous vous rendez compte, on n'a plus besoin de rien faire. Ils viennent chez nous, nous proposer l'essai. S'il y a de l'entretien, on n'a pas besoin d'aller chez eux, ils viennent chez nous, c'est fantastique. Donc ça correspond à une attente d'une partie des gens, pas forcément à la totalité des Français aujourd'hui, mais c'est notre credo à nous de pouvoir proposer à travers cette approche directe et digitale aussi un produit à un prix qui est très inférieur à celui des concurrents, parce qu'à la fois il est électrique natif et donc on a éliminé tout ce qui n'a pas besoin d'être dans une plateforme de véhicule électrique. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de ligne pour les gaz d'échappement, il n'y a pas de fixation pour les moteurs. Il y a un plancher plat et qui propose l'avantage d'un véhicule électrique et une distribution directe qui permet d'économiser sur le coût de distribution et d'avoir un produit plus compétitif. On a vraiment une logique de direct to customer en fait. Bertrand, quand on évoquait la démarche de Ford, le réseau a son importance, a une importance particulière. Vous avez un axe de développement très, très particulier. Vous voulez devenir omnicanal d'une certaine manière, et pour devenir omnicanal, il faut d'abord être physique, manifestement. Pouvez-vous nous en dire un plus à peu près sur la manière dont vous comptez vous développer je dirais, en concertation et avec votre réseau? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, je rejoins l'analyse, c'est-à-dire que ça correspond effectivement de la même façon que certaines personnes passent par Amazon, éventuellement pour citer le plus connu, et se font livrer directement sans avoir besoin ni envie d'avoir un contact humain avec un vendeur, un commerce, et en se déplaçant dans son centre-ville. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à acheter des véhicules comme ça, et ça existe. Et toutes les études disent qu'ils vont être de plus en plus nombreux, et c'est probable. Nous, on a de la chance, avec l'historique qu'on a, c'est que quand on met le client au centre de nos réflexions, en fait, on a déjà beaucoup de clients. Et donc, ils sont déjà clients, ils passent déjà par des concessionnaires, par un réseau de distribution, et ils n'ont pas forcément envie de lâcher ça. Et on a cette possibilité. Je rappelais tout à l'heure le fait que l'origine du Fordisme, c'est quand même de rendre accessible au plus grand nombre ce qui semblait inaccessible avant. Nous, notre projet, il est omnicanal. C'est-à-dire qu'il est de dire, on va répondre à tout, en fait. On est capable de répondre à ceux qui veulent acheter directement sans même mettre un pied dans la concession. On est capable. Ça s'appelle le e-commerce. Et on est capable aussi, pour les gens qui veulent rester fidèles aux relations qu'ils ont avec les vendeurs, avec qui ils ont établi un contact, avec leurs concessions. Ils savent où aller et où se rendre si quelque chose ne va pas. Ils savent qu'ils seront bien servis, qu'ils ont cette qualité de service, ils ont cette historique. On est capable de leur laisser aussi. Et simplement, là où on a peut-être une démarche un peu particulière par rapport à d'autres, et je sais qu'il y a beaucoup de projets, mais là qui ne prennent pas vraiment en compte les besoins des clients, ils prennent en compte le besoin de modèle économique du constructeur. Nous, tout doit passer par le réseau. C'est vraiment notre conception de la distribution automobile. Et donc, quand on fait de l'e-commerce, par exemple, on ne conçoit pas un modèle où on vend, nous, constructeurs, directement au client final.
on conçoit une marketplace comme Amazon, où les concessionnaires peuvent vendre leurs voitures de façon digitale en e-commerce. Et donc, c'est un modèle qui est un petit peu différent. Mais du point de vue du client, si on revient au client, ça revient au même. Il achète bien son véhicule sur Internet. S'il veut aller en concession, il y va. S'il ne veut pas y aller, il n'y va pas. On peut faire des essais à domicile, on peut faire des livraisons à domicile. On en a fait à l'occasion des confinements. Ça fonctionne très bien. Ça ne pose pas de soucis. Mais le vrai choix du client et le vrai omnicanal, c'est de proposer toute la batterie de services. Ce n'est pas de choisir un angle et de s'y attaquer. Et nous, alors évidemment, parce qu'on ne part pas d'une page blanche, évidemment, on choisit de continuer à répondre à l'ensemble des demandes et des demandes du plus grand nombre. En complément, Okan, quand on vend ces véhicules à une clientèle qui a besoin de conseils, d'entretien, de présence, on ne peut pas vivre sans réseau? Clairement pas. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce que l'on considère comme une de nos forces. Sur le marché français, on a plus de 310 points de service. Ça veut dire que n'importe quel client sur le territoire qui a besoin d'un service Renault Trucks peut trouver quelqu'un à moins de 30 minutes. Et ça fait clairement partie des attentes de nos clients. Donc le client est au centre et le client souhaite avoir un réseau facile d'accès sur lequel il peut compter et avec qui il établit une relation de confiance sur plusieurs générations. Donc on a vraiment une clientèle qui a besoin de ce contact, de cette proximité. Et aujourd'hui, c'est clairement quelque chose sur lequel on compte rester fort et continuer à développer. C'est vrai que moi, une des questions que je me pose depuis le début, qu'on voit arriver les véhicules électriques, les anciens, les nouveaux, c'est finalement la capacité, le questionnement de la capacité à faire passer dans le monde de l'électrique certaines des valeurs, certains des comportements, une partie de l'ADN du véhicule thermique. Alors, je comprends qu'il y a un certain nombre de choses qu'on laisse de côté pour aller vers un monde nouveau. Est-ce que c'est facile, ça je reviens encore vers vous, Bertrand, elle est pour vous, mais est-ce que c'est facile de faire passer des modèles iconiques, très emblématiques d'une marque, d'une histoire, dans le monde de l'électrique? Et est-ce que c'est un avantage? Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un avantage, mais après c'est toute la notion de marque. Est-ce qu'il y a une valeur à la marque? On est en France, il y a une valeur à la marque EDF, par exemple. Bon. C'est quelque chose qui est connu. Ford, c'est pas une marque française, c'est une marque américaine, mais il y a quand même des icônes. Mustang, c'est une icône. Le Ford Transit pour les utilitaires, c'est une icône. Aux États-Unis, le gros pick-up, la voiture la plus vendue au monde depuis des années, c'est le F-150, vous savez, ce gros pick-up américain. Ce sont les 3 véhicules qu'on a choisi de privilégier pour le lancement des véhicules électriques, avec des plateformes natives totalement électriques. Donc la Mustang Mach-E en France, par exemple. Donc oui, moi je considère que c'est une chance d'avoir une marque sur laquelle se reporter et des icônes de ce genre-là, parce que c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les gens, comme un réseau de distribution qu'ils connaissent, par exemple, ou des interlocuteurs à avoir. Il y a des forces et des faiblesses dans la position de nouvel entrant et de constructeurs historiques, mais ce qui est certain, c'est que dans les forces de constructeurs historiques, il y a cette notion de marque et il y a cette notion qui va avec de fiabilité ou de confiance dans la capacité à faire des véhicules qui durent, qui sont fiables, à savoir assembler des véhicules dans des grandes masses, dans des grandes proportions. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui, à mon avis, facilitent la transition vers le monde de l'électrique, parce que justement, ils sont de nature à contrebalancer l'inquiétude de l'électrique en rassurant par la marque et par l'icône. Donc oui, je pense que c'est quand même un avantage. La réalité, c'est que même quand on est une marque historique, maintenant on regarde très sérieusement les concurrents ou les nouvelles propositions de valeur qui arrivent sur le marché. Je pense qu'Highways en est un exemple. Mais pour autant, on n'a pas obligatoirement ça en tête, mais même sur le véhicule utilitaire, les propositions de valeur qui arrivent aujourd'hui d'acteurs nouveaux, disruptifs, si on veut les appeler comme ça, quand on est Renault Trucks, malgré la position qui est la vôtre, on regarde une proposition de valeur comme d'un Rivian, d'un Volta, qui peuvent venir vous chahuter un peu? Alors oui, évidemment, on regarde et on y accorde de l'importance, évidemment. Donc l'électrique chez Renault Trucks, alors c'est pas tout nouveau, hein. On est une marque qui a plus d'un siècle. Premier modèle électrique, c'était de l'époque de Berliet, 1923. Des Ben également en 1960, puis le Mach City en 2010.
et maintenant une nouvelle génération de véhicules qui va continuer à se développer comme je vous l'expliquais. Donc on est pleinement engagé dans l'électrique et on a un plan de développement produit extrêmement agressif pour sortir des énergies fossiles complètement en 2040 sur les ventes de véhicules neufs. Donc les nouveaux entrants qui arrivent sur le marché, évidemment on est extrêmement attentif et quelque part, moi je viens du bureau d'études, il y a encore quelques temps j'étais au bureau d'études. C'est une source de motivation fantastique, ça nous permet de nous remettre en question également, de ne pas rester sur nos acquis. Donc derrière, nous, nos ingénieurs sont boostés, regardent ce qui se fait par ailleurs, et ça nous permet de bouger et de bouger à la bonne vitesse. Et en termes d'investissement, on le voit également, hein, nos investissements R&D ont considérablement augmenté pour développer toutes sortes de technologies. Que ce soit des véhicules à batterie électrique avec des autonomies, je vous disais, allant jusqu'à 500 km. Au-delà de 500 km, lorsqu'on aura des besoins sur de la longue distance, on est en train de développer de la pile à combustible. Donc on développe vraiment toutes ces technologies, la digitalisation, on en a parlé, l'automatisation également, avec des camions autonomes qui sont également à l'étude. Donc on se considère, c'est pas parce qu'on est un constructeur historique qu'on n'est pas innovant et qu'on n'est pas non plus à la pointe de ce que l'on fait. Donc on prend les nouveaux entrants très au sérieux, on regarde ce qui se fait évidemment, et on continue à s'améliorer et on fait beaucoup d'efforts pour ça. Serge, comme nouvel entrant, on a la chance de partir de la page blanche, on a le beginner's mind. Oui. Rapidement, qu'est-ce Oui, que ça moi, va je voudrais dire procure? simplement qu'un véhicule électrique, 70% des interventions qui se font dessus peuvent se faire sans pont, sans mettre le véhicule sur un pont. Parce que l'hygiène moteur d'un véhicule électrique est très simple. Quand on soulève le capot, on voit qu'il n'y a rien. Donc toutes les interventions peuvent se faire sans les mettre sur des outils compliqués qui nécessitent d'aller dans un point de réparation avec des outils spécifiques pour retirer des alternateurs, pour avoir accès à la courroie de distribution et ainsi de suite. Donc notre voiture, elle est vendue aujourd'hui 100 000 km ou 5 ans sans entretien. Et je crois que c'est ça le vrai service aux clients. C'est de leur proposer un produit fiable et sûr, la centrale EDF du Bazac, là, avec la turbine de plus d'1 siècle, avec la possibilité de se recharger sur des centaines de millions de prises, et puis sans entretien nécessaire ou obligatoire pendant 100 000 km ou 5 ans. Pendant des années, moi j'ai travaillé dans des réseaux de constructeurs où ce qu'on essayait de faire par les concessionnaires, c'était ce qu'on appelait absorber les frais fixes par l'après-vente. C'est-à-dire que la vente de pièces et la vente de main-d'œuvre couvrent tous leurs frais fixes et que la vente de véhicules leur permettent derrière simplement de gagner un petit peu d'argent. Et en fait, avec le véhicule électrique, on est dans une vraie révolution. Il n'y a plus cette nécessité d'après-vente et de maintenance comme sur un véhicule thermique parce que le produit est plus simple. C'est aussi pour ça qu'il y a plus qu'il y a des nouveaux entrants et qu'il y a des gens qui sont capables d'intervenir sur ce marché. Et d'ailleurs, je voudrais dire simplement, sans le citer, parce que c'est faire de la publicité à un concurrent, comme le disait un célèbre président français, qu'aujourd'hui, le leader des véhicules électriques dans le monde, il n'était pas là il y a 10 ans. Voilà. Et pour finir... C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein, et sans vouloir jouer l'oiseau de mauvais augure, je conclurai sur mes cours quand j'étais à l'école. Je me souviens d'un cours de stratégie. Notre professeur nous expliquait savez-vous quelle était la première entreprise à la bourse de New York, au Stock Exchange, en 1890 ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus de quand date le Stock Exchange. Alors je ne sais pas si vous savez quelle était cette première entreprise. Et alors elle est toujours cotée, enfin je crois qu'elle n'est plus cotée, mais elle existe toujours. Et bien cette entreprise, c'était une entreprise qui fabriquait des blocs de glace. Parce qu'à l'époque, pour conserver les marchandises, il fallait faire de la glace et puis on mettait ça dans des armoires. On les voit encore dans les cafés parisiens. Ces armoires en bois qui sont doublées de plaques de métal et qui permettent de garder la fraîcheur des blocs de glace et de conserver la nourriture à bonne température. Et cette entreprise, elle a, à un moment donné, vu arriver un concurrent qui était le fabricant, le fameux, qui a donné son nom à ce produit qui est le frigidaire. Il y a d'autres exemples comme ça, si vous voulez,
Vous de- voulez être le de- nouveau frigo, c'est ça de constructeurs, de fabricants de produits qui, à un moment donné, n'ont pas fait les sauts technologiques nécessaires qui leur permettent aujourd'hui soit d'avoir la même place dans le monde économique ou d'exister encore. Vous vouliez réagir? Oui, enfin, je voulais intervenir sur un point parce qu'en fait, finalement, moi, je me considère, enfin, mon entreprise est un acteur historique de l'électricité et finalement un nouvel entrant dans la mobilité électrique. Absolument. Et en fait, mine de rien, l'arrivée de tous ces véhicules électriques, c'est disruptif pour nous parce que on était habitué à ce que l'électricité, elle se transporte à travers des câbles, des fils, elle arrive à des prises. Et voilà maintenant que l'électricité, elle se transporte à travers des véhicules. Alors je dis comme ça sous la forme de la boutade, et je voudrais illustrer très concrètement mon propos pour nos clients, avec deux cas d'usage. Bah, vous avez un véhicule de société, qu'évidemment le soir vous ramenez chez vous. Et bah, vous n'allez pas vouloir le charger avec votre contrat d'électricité à domicile. Vous entendez, comme votre véhicule de fonction thermique, que finalement le plein de ce véhicule se fasse par l'entreprise. Et ça aujourd'hui, c'est des services qu'on est effectivement capable d'apporter avec notre opérateur de mobilité. Mais il y a le cas inverse, vous êtes une entreprise et évidemment vos salariés ils viennent avec des véhicules électriques. Vous leur offrez la recharge au travail ou vous leur faites payer. Et là aussi on est capable, nous, dans ce domaine, et en tant que nouvel entrant, d'apporter des nouveaux services pour accompagner cette mobilité qui sont très pratiques, très pragmatiques pour, je dirais, continuer à faire notre métier qui est un métier d'énergéticien, et d'apporter l'électricité à tous et de faire payer à chacun sa juste quote-part. On se rend bien compte que donc, dans ce monde de la mobilité électrique, il y a manifestement des nouvelles propositions de valeur, il y a de la place pour les nouveaux entrants, il y a de la pertinence pour ceux qui sont là, déjà là depuis longtemps pour imaginer, innover pour demain. Puisque le temps passe, je voulais juste vous demander à chacun d'entre vous, très rapidement, puisqu'on est en train de parler du consommateur, des services de demain, des attentes de demain, pour vous, là, c'est quoi la prochaine, the next big thing qu'on doit regarder? Qu'est-ce que vous attendez? Quelle est la belle chose qui va arriver dans la mobilité électrique? Allez, à 5 ans. Bertrand. Ah, c'est une bonne question, alors là, mais pas préparée du tout. Hein. Non. À 5 ans, écoutez, je pense que, bon, d'abord, je pense que les sociétés historiques peuvent s'adapter. Et vous, d'ailleurs, c'était le cas de votre exemple. Si j'ai bien compris, en tout cas, l'exemple, c'est que le produit qu'elle vendait à la base n'existe plus, mais que la société existe toujours. Je pense que ça peut être un petit peu la même chose dans le monde de l'automobile. Il y aura toujours des automobiles à vendre électriques. Je pense que la prochaine chose importante qui va arriver, je ne sais pas si c'est réellement à 5 ans, mais c'est tout ce qui va être aussi rendu possible par le véhicule autonome. Le véhicule autonome, ça va permettre d'accélérer, et vous savez que, une fois n'est pas coutume, la France a voté des textes qui permettent d'ouvrir la voie à des tests de conduite totalement autonome dans un certain nombre de conditions à remplir. Mais donc il est possible qu'en France, on soit leader en Europe sur ces développements-là qui sont beaucoup plus avancés, notamment aux États-Unis. Et on en sait quelque chose, puisque pour Ford, c'est quelque chose d'important. Et ça va permettre d'apporter tout un tas de services logiciels digitaux supplémentaires aux clients. Et je pense que c'est d'ailleurs là la prochaine grosse révolution des constructeurs historiques, c'est de trouver un équilibre à leur business model par l'apport du logiciel, du contenu et des services proposés, non pas juste une fois tous les 3-4 ans pour changer de voiture, mais tout au long de la durée d'exercice du véhicule. Et ça, c'est rendu possible évidemment par le fait d'avoir des clients déjà. Très bien. Okan, la prochaine belle chose? Prochaine belle chose, en fait, il y en a plein. Pour en choisir une. Non, mais je pense que le plus important maintenant, c'est vraiment de communiquer sur le fait que c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, je passe énormément de temps à répéter ça pour que les gens prennent conscience que le virage à prendre est présent et c'est maintenant. Maintenant, dans 5 ans, ce qu'il faut, c'est avoir une infrastructure de recharge, je pense, qui soit vraiment dense sur le territoire et en Europe, de manière générale, pour que ce soit facile. Donc c'est vraiment la facilité, que les gens ne se posent plus la question de l'autonomie. Le coût de détention post-2025, ça sera inférieur à des véhicules thermiques. Ça, il faut que les gens le comprennent. Entre 2025 et 2030, ça coûtera moins cher.
de rouler au kilomètre en électrique. Et donc il faut démocratiser ça. Donc il faut en parler, il faut que les collectivités poussent les personnes à basculer. Les ZFE sont en train d'être mises en place également. Donc 2024 sur Paris, 2025-2026, ça arrive vraiment. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être l'infrastructure et puis la démocratisation. Serge, une chose. Moi, je crois que c'est toujours plus de fonctionnalités tournées vers le client. Et on a là, avec les nouveaux entrants dans le véhicule électrique, des gens qui viennent avec des propositions de valeur qui sont issues de la facilité de l'usage d'un téléphone. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus de propositions qui vont dans ce sens-là et qui facilitent la vie des clients. Et on ne fait pas de la technologie pour que les clients s'y adaptent. On fait de la technologie adaptée aux clients et on est dans l'évolution permanente. C'est-à-dire que notre société, iOS, c'est un symbole de prise de l'entreprise qui est en prise avec ses clients, qui, à travers l'expérience partagée, permet d'améliorer l'expérience future, l'utilisation du véhicule. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je crois qu'on va avoir dans les 5 ans à venir, c'est toujours plus d'infrastructures, plus de bornes, plus de possibilités de se recharger, plus de facilité à utiliser le véhicule électrique pour se rendre d'un point A à un point B. Je vais prendre un exemple. Dernière anecdote, j'aime beaucoup les anecdotes. C'est le premier lundi, juste après les vacances des grandes vacances, nous sommes rentrés de Chamonix, où nous avions parrainé l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. Et donc, on est rentré en voiture électrique et on s'est arrêté sur les stations de service. Il y avait la queue. On était parti le lundi pour éviter le dimanche. Il y avait la queue sur les bornes à essence, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient partis le lundi au lieu du dimanche, et il n'y avait personne sur les bornes électriques. Et demain, ça va être de plus en plus comme ça. Beaucoup plus de facilité pour les possesseurs de véhicules électriques pour se recharger n'importe où et pour avoir une route zen d'un point A à un point B. Tu seras d'accord sur le fait d'avoir une infrastructure totalement au niveau et disponible partout, même si elle est déjà en grande partie là, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais enfin, pour moi, l'important à 5 ans, c'est que on puisse commencer à mesurer le chemin parcouru en matière d'économie de CO2 sur notre bilan de transport. Ça, c'est quand même, parce qu'on fait tout ça, c'est quand même pour lutter contre le réchauffement climatique et qu'on ait embarqué l'ensemble de la société française sans créer de fracture sociale. Je crois que on ne réussira que collectivement et pour moi, c'est ça l'essentiel. Ça sera le mot de la fin de cette table ronde où on retiendra que les propositions de valeur sont complémentaires, qu'elles sont multiples et qu'à la fin de la journée, elles sont dans l'intérêt du citoyen. Merci pour cette deuxième table ronde du premier Mobility for Good avec Deloitte et la Squadra. Nous avons été heureux de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup.